Donc aujourd'hui, plusieurs choses au programme. On va parler de Jean Wahl, de sa lecture de la philosophie de William James, mais aussi de ses critiques à l'égard de celui-ci, et de l'usage qu'il va faire de Whitehead. Ça enregistre. Qui d'ailleurs lui-même est lecteur de James, pour élaborer sa pensée du concret. Et on va commenter ensemble un texte de Whitehead issu de modes de pensée. Donc n'hésitez pas à intervenir. Ah oui. Cette séance a été faite un petit peu rapidement parce que je remplace un de mes camarades qui devait passer aujourd'hui et qui a été décalé au 7 novembre, David Jaïs, qui passera sur le perspectivisme et le pluralisme dans la pensée de Machiavel. Et donc, voilà, la lecture de Whitehead n'étant pas forcément extrêmement aisée, n'hésitez pas à ajouter des précisions à chaque fois que vous le pouvez, ou des questions, ou des remarques. Je compte sur vous, et puis Louis en particulier, puisqu'il est relativement spécialiste de la question. Donc Jean Wahl, c'est intéressant de relire un peu aujourd'hui son œuvre, à la fois parce que c'est lui qui a introduit, on va dire, la philosophie américaine, enfin anglo-saxonne, en particulier le courant pluraliste dans la France du début du XXe siècle, et immédiatement de manière critique. Et il développe une pensée qui pourrait intéresser l'empirisme contemporain, une pensée originale du concret. On va essayer de voir exactement ce que ça signifie, et les liens que ça entretient avec la pensée pluraliste. Mais d'abord, pour tracer un peu l'environnement culturel de cette époque, même si il est très large, il faut savoir que Jean Wahl débute sa carrière après la Première Guerre mondiale comme spécialiste de Bergson, en tout cas disciple de Bergson, et en fait ça explique en partie pourquoi il va s'intéresser à James, parce que James et Bergson étaient proches et ont entretenu une correspondance, et il partageait à la fois une certaine critique de l'intellectualisme, du positivisme, un intérêt pour la psychologie expérimentale, et puis l'idée d'un monde en devenir. Et l'univers pluraliste de James est plongé dans un devenir qui est en fait un principe de transformation, qui l'ouvre au changement, et finalement qui est proche de la conception bergsonienne d'un univers où nous sommes dans la durée, où tout n'est pas donné, où le nouveau est constamment en train de se faire. Et pour James comme pour Bergson, il y a finalement une réalité dynamique et processuelle qu'on constate à un niveau empirique, donc dans les sciences physiques comme en psychologie, et finalement c'est le corrélat d'un devenir qui est ontologique, et en fait cette affirmation de la réalité du changement a des conséquences philosophiques, mais aussi politiques et éthiques. On l'avait un petit peu vu chez James, puisqu'en fait il s'agit d'analyser tous les présupposés implicites de la pensée qui, selon James, a dominé en fait la métaphysique occidentale, qui était une pensée de type moniste, et en fait critiquer ce privilège millénaire, selon James, qui a été accordé au stable et à l'éternel, pour en évaluer finalement les conséquences dans le domaine de l'action et dans le domaine de la pensée. Et Jean Wahl va se montrer sensible, chez James comme chez Bergson, au refus de ce qu'on pourrait appeler un fixisme moniste. En fait, l'idée qu'il y a un monde qui est déjà constitué, dont les changements ne seraient que des épiphénomènes, et en même temps que cette critique, on va dire, d'un monisme absolu qui se rendrait incapable de penser de changement, il critique aussi la pensée du devenir comme téléologique. Finalement, une certaine pensée déterministe du changement. Et finalement, donc Jean Wahl, dans cette perspective, va lire un peu ces pensées de la philosophie anglo-saxonne contre un univers de la philosophie française, qui est de l'université française, qui est notamment dominée à l'époque par l'idéalisme, par exemple, de Brunswick, dont il est le neveu par alliance, et qui du coup va être à la fois un adversaire, et puis il va entretenir en tout cas avec lui un rapport critique,
puisque lui s'inscrira dans une tradition empiriste, mais son regard va précisément être relativement nuancé sur les grandes oppositions qu'on établit classiquement entre on va dire, la tradition idéaliste et puis les empiristes, et notamment dans l'évaluation qu'il fera de la philosophie de Bradley. On va en parler tout à l'heure, et peut-être, Louis, tu pourras aussi nous donner des précisions là-dessus. Et Wahl, pour tracer toujours cet environnement culturel, il est aussi influencé et introduit en fait à la philosophie de James par Émile Boutroux, qui à l'époque est un penseur assez important, qui est traducteur de James et qui est aussi un philosophe assez intéressant, qui notamment a publié en 1874 un ouvrage qui peut être intéressant de relire ou de lire, qui s'appelle « La contingence des lois de la nature ». Et en fait, ça a influencé le panorama culturel de l'époque, ça a été beaucoup lu. Et dans son introduction, en fait, Boutroux décrit l'émergence à la fois au niveau individuel, dans, on va dire, la vie individuelle de l'homme, et puis de manière implicite, en fait, comme développement historique de l'humanité, d'une espèce de curiosité de l'homme, non plus pour son moi, son intériorité, etc., mais pour le monde extérieur, curiosité qui fait partie pour lui d'un processus de maturation individuelle. Et finalement, cette curiosité pour le monde extérieur, pour ce qui se situe hors de nous, mais qui apparaît indépendant de nous, qui est un monde en évolution, mais aussi réglé, qui est plein d'êtres vivants et non vivants, qui excite notre attention et notre intérêt, se fait besoin de connaître par les sens d'abord, finalement, les sens donnent pour Boutroux à l'homme la première conception du monde, et seulement à partir de là, il y a aussi le besoin d'organiser finalement la connaissance des sens, et Boutroux oppose en quelque sorte cette connaissance des sens et puis la connaissance conceptuelle qu'on peut avoir du monde. Et il dit, selon les données des sens, en fait, le monde est un ensemble de faits d'une infinie variété. L'homme peut les observer, les analyser, les décrire avec une exactitude croissante. Et la science est cette description même. Quant à un ordre fixe entre les faits, il n'en est pas question. Les sens ne font rien voir de tel, c'est le hasard ou le destin ou un ensemble de volontés capricieuses qui président à l'univers. Mais en fait, donc dans sa description en quelque sorte d'un mouvement de réflexion sur le donné du réel, il dit que en fait on a une tendance qui est relativement naturelle, qui est pour lui finalement la tendance de la curiosité de l'esprit humain à vouloir faire des corrélations en fait des ordres de succession qu'on observe entre les phénomènes, mais qui sont toujours des phénomènes épars, désorganisés. On veut tracer plus que des ordres de corrélation et finalement inventer des catégories pour relier les phénomènes entre eux. À la fois par utilité et par désir, on veut ajouter à la description une explication, en recherchant les causes et les conséquences à l'œuvre dans la phénoménalité du monde. Et en fait, l'essence ne donnant rien de cela, c'est l'entendement, dit Boutroux, qui fournit les cadres pour construire des ordres et des lois dans le monde. Et finalement, l'homme trace c'est un grand panorama de la connaissance humaine, mais qui est assez représentatif de la manière dont on se représente les choses dans la philosophie de cette époque. Il trace finalement des lois causales pour rendre une conception du monde plus synthétique et plus harmonieuse, qui admet les contraires mais les concilie. Et finalement, cela permet de prévoir plus facilement les phénomènes, d'expliquer également ces phénomènes, et donc cela a des avantages. Mais en fait, Boutroux explique que si ces lois sont finalement englobent finalement l'ensemble des faits, elles peuvent à la fin leur sembler autonomes, l'esprit les déduisant finalement de lui-même, et n'ayant plus besoin que d'un seul fait qui résume finalement l'ensemble des faits et qui peut être saisi comme déjà une totalité à partir de laquelle on pourrait, dans un système déterministe de lois,
prévoir à la fois tous les événements passés qui ont amené à ce fait, et puis tous les événements futurs qui peuvent en découler. Et finalement, dans une lignée humienne, en fait, Boutroux demande cette catégorie de liaison nécessaire, inhérente à l'entendement, se retrouve-t-elle dans les choses elles-mêmes? Les causes se confondent-elles avec les lois, comme le suppose en définitive la doctrine qui définit la loi comme un rapport immuable? Et en fait, selon lui, cette théorie pose des problèmes à la fois empiriques, observationnels, mais aussi des problèmes théoriques au niveau épistémologique et éthique. Et en fait, ce causalisme tend pour lui à une espèce de déterminisme un peu fataliste. Finalement, c'est dans la philosophie de cette époque la reprise d'une question philosophique très ancienne sur les rapports entre cause et loi. Et le fait que il y a une vieille controverse finalement entre la volonté de privilégier des explications causales individuelles entre des ordres de phénomènes qu'on peut expliquer finalement comme des successions qui seraient des corrélations, et puis l'idée de les englober dans des schèmes plus larges sous forme de lois. Et finalement, c'est une question qui intéresse au premier chef le pluralisme, que de pouvoir expliquer ces rapports entre les phénomènes. Parce que à partir du moment où on a une pluralité de phénomènes changeants dans un monde qui ne serait pas ordonné de manière préétablie, on se demande comment fonctionnent tous les rapports causaux qu'on paraît observer, que la science comme l'expérience empirique paraît observer. Et finalement, en fait, la cause, si on veut distinguer cause et loi, la cause, c'est une façon de rendre compte du changement phénoménal qui aura tendance, si on le dit de manière très schématique, à être descriptive, à décrire finalement un enchaînement, par exemple, entre un phénomène et un autre, x, y, et puis à demander pourquoi y succède à x. Et quel est finalement le pouvoir causal de ce lien. Tandis que finalement la loi, si l'on veut, est plutôt dans l'enchaînement XY, la question du comment cela fonctionne, et on veut décrire une régularité constante entre cause et effet, qui finalement n'aurait pas à remonter de cause en cause jusqu'à l'idée d'une cause principielle, mais qui serait finalement l'ordre de succession des phénomènes de manière globale. Enfin, je ne sais pas si je suis bien clair là. C'est l'idée finalement que on peut expliquer le comment d'une succession de phénomènes plutôt que d'expliquer un pouvoir causal. En fait, le problème, c'est qu'il y a deux critiques de la cause qui font qu'on a voulu privilégier à un moment donné la catégorie de loi. En premier lieu, la critique humienne qui est dans l'enquête sur l'entendement humain. Le fait que la notion de cause, finalement, est une notion qui ne s'appuie pas sur un fondement tout à fait rationnel, mais qu'elle est l'observation d'une corrélation entre les phénomènes qui est tracée par une habitude psychologique, à voir se répéter des ordres de phénomènes chaque jour, jusqu'à ce que finalement il y ait une sorte d'incorporation par l'habitude chez Hume d'une causalité dont on pourrait dire qu'elle est construction psychologique finalement. Et puis il y a la critique de Comte qui dans les différents états finalement de la pensée humaine tel qu'il est décrit dans son son cours de philosophie positive, oui, c'est ça. Sa critique est que en fait la notion de cause est anthropomorphique et que c'est finalement l'illusion des stades théologiques qui est reportée ensuite dans le stade métaphysique à un niveau qui serait celui des substances du monde plutôt qu'un niveau théologique, mais enfin c'est la même chose. C'est le report finalement
de la causalité de nos actions humaines, où l'on cherche finalement un responsable à nos actions parce qu'on considère que les actions humaines sont faites par des sujets, et c'est poser cet ordre de causalité sur des phénomènes naturels qui sont sans sujet et qui donc ne devraient pas s'interpréter de cette façon. Et en fait, la loi scientifique, telle que par exemple l'a décrit Newton, rompt avec l'appréhension immédiate des phénomènes. Elle se veut quantitative plus que qualitative, plus objective, et elle entend aussi rompre avec un certain finalisme qu'on a attaché à la notion de cause. Finalement, elle interroge le fonctionnement d'un processus naturel, plutôt que sa finalité. Et c'est considérer les choses hors des perspectives humaines individuelles et possiblement plurielles, parce qu'on peut déterminer bien des causes plus ou moins éloignées à un même phénomène selon le point de vue depuis lequel on se place, pour adopter en fait une sorte de point de vue moniste omni-englobant qui permettrait de synthétiser la complexité du réel pour découvrir des principes sous-jacents au monde phénoménal pour mieux le prévoir. Et le problème, c'est qu'en fait la catégorie de loi n'efface pas vraiment la question causale, puisque en fait les lois explicatives sont généralement causales elles aussi, et même en essayant de donner une universalité aux processus causaux, elles font finalement remonter les séries potentiellement infinies de causes entre un phénomène et puis les causes qui la précèdent, jusqu'à un principe fondamental ou un ensemble de principes fondamentaux dont la postulation est plus hasardeuse encore souvent que les causes qu'on cherche à percevoir dans des corrélations phénoménales ponctuelles. Et en fait qu'on en fasse une habitude psychologique inductive hasardeuse dans le passage de la généralité à l'universalité, ou qu'on en fasse une forme a priori de l'entendement qui permettrait de mettre en forme l'expérience, comme Kant le conçoit par exemple, on renvoie en fait la catégorisation nomologique à une perspective subjective qui rompt potentiellement avec un point de vue moniste sur le monde, à moins, en fait, comme le souligne notamment Bergson, de s'interdire de penser le changement phénoménal autrement que comme une conservation, c'est-à-dire en fait de s'interdire de penser la nouveauté au sein du monde en s'éloignant de sa diversité empirique. Et donc finalement, les pensées du devenir de la fin du XIXe siècle ont plutôt privilégié la notion de cause, mais en la transformant en fait, et en changeant le concept. Et notamment chez Boutroux, en fait, il y a une désontologisation de la notion de cause, c'est-à-dire qu'il ne l'applique plus à l'être, il ne dit plus qu'elle appartient à l'être en quelque sorte. Celui-ci n'est frappé chez lui d'aucune forme de nécessité, mais il est frappé plutôt, c'est le centre de sa thèse, d'une profonde contingence. Et Boutroux dit: la réalité du changement n'est pas moins évidente que la réalité de la permanence. Et si l'on peut concevoir que deux changements opérés en sens inverse engendrent la permanence, il est inintelligible que la permanence absolue suscite le changement. C'est donc le changement qui est le principe, la permanence n'est qu'un résultat, et ainsi les choses doivent admettre le changement jusque dans leurs relations les plus immédiates. Mais s'il n'existe pas de point fixe sur lequel on puisse faire reposer les variations des choses, la loi de causalité, qui affirme la conservation absolue de l'être, de la nature des choses, ne s'applique pas exactement aux données de l'expérience. Elle exprime sans doute une manière d'être extrêmement générale, mais en présentant cette manière d'être comme absolument indépendante de son contraire, lequel pourtant n'est pas moins réel et primordial, en posant la détermination et la permanence avant le changement et la vie, elle trahit l'intervention originale de l'entendement qui, au lieu de se borner à observer la réalité, lui prête une forme adaptée à ses tendances. La loi de causalité, sous sa forme abstraite et absolue, peut donc être, à bon droit, la maxime pratique de la science, dont l'objet est de suivre un à un les fils de la trame infinie, mais elle n'apparaît plus que comme une vérité incomplète et relative lorsqu'on essaye de se représenter l'entrelacement universel, la pénétration réciproque du changement et de la permanence qui constitue la vie et l'existence réelle. Le monde, considéré dans l'unité de son existence réelle, présente une indétermination radicale, trop faible sans doute pour être apparente, si l'on n'observe les choses que pendant une très petite partie de leur cours,
mais parfois visibles lorsque l'on compare des faits séparés les uns des autres par une longue série d'intermédiaires. Bon, et en fait, James va être influencé, pas par Boutroux, mais il y a une influence globale de cette conception, de cette remise en cause de la pensée du causalisme dans les 3 dernières décennies du XIXe siècle. Et James, lui, va proposer plusieurs définitions de la cause, mais en expliquant notamment dans le pragmatisme, son ouvrage publié en 1910, qu'en fait, la causalité, c'est un concept très ancien du sens commun pour lui. Et en ce sens, comme l'aura expliqué Hume, c'est un concept fondé sur des croyances, mais qui s'avère très utile, et qu'il ne s'agit pas de supprimer, en fait, puisque l'influence causale donc est anthropomorphique, certes, parce qu'en fait, selon James, on s'intéressait d'abord à l'idée de trouver des responsables humains à des actions observées, et par extension, alors peut-être, dit James, en recherchant l'origine des maladies, par exemple, et en essayant de penser à l'idée d'agents infectieux, on a étendu cette idée de causalité à des objets non humains, en les traitant comme des causes d'autres phénomènes jugés leurs conséquences. Mais en fait, l'important pour James est qu'il convient surtout de ne pas donner de portée absolue à cette croyance, qui a été très critiquée par la pensée scientifique, empirique et critique, mais en fait, qui est utile pour lui, et finalement, il dit que la pensée nomologique de la loi a été aussi également beaucoup critiquée par le monde scientifique, et finalement, selon lui, puisqu'il y a finalement controverse dans le champ des explications des corrélations entre phénomènes, il ne s'agit pas d'évacuer toutes les théories causales, mais simplement de ne pas leur donner de fondement finalement dans l'être. Et en fait, pour lui, c'est une théorie instrumentale parmi d'autres, produite par notre esprit pour s'adapter au monde, et la notion de cause s'avère utile pour classifier la diversité de faits du réel. Donc en fait, une conception comme celle-là, on peut le comprendre, c'est un des terreaux du pluralisme, puisque le pluralisme entend décrire le monde dans sa diversité sensible, finalement en débarrassant la pensée des grands principes sous-jacents aux phénomènes dont nous faisons d'abord l'expérience, l'hypothèse, avant de leur donner une teneur ontologique forte, une réalité qui exclut ensuite rapidement la diversité des cas. Et c'est l'erreur dans laquelle, selon James, il ne faut pas tomber. Et donc pour en revenir aux influences de Jean Wahl, après ce détour donc par la causalité pour voir un peu le type de questions qui se posent dans la philosophie anglo-saxonne de cette époque. Wahl est un lecteur et disciple de Bergson, de James, de Boutroux, mais en fait il aborde aussi toute la philosophie allemande post-hegelienne. Il a un champ de lecture extrêmement large, et du coup il va aussi mettre en avant, notamment dans sa thèse de 1920, dont je vais parler sur les philosophies pluralistes d'Angleterre et d'Amérique, il va mettre en avant le rôle en fait d'influence de penseurs comme Wundt ou Fechner dans la constitution d'une véritable doctrine pluraliste. Et alors Fechner, c'est un scientifique d'abord, mais aussi philosophe qui, dans les premières décennies du XIXe siècle, développe la psychophysique, qui est une discipline qui en fait entend mesurer mathématiquement des phénomènes d'ordre psychique, et qui pense en fait à un parallélisme psychophysique entre le corps et l'esprit, en disant que finalement il y a une unité métrique qui est possible pour mesurer en fait finalement l'intensité de nos émotions et de nos phénomènes mentaux, qui en fait progressent par seuil, selon lui, par seuil différentiel,
Et en fait, notamment, il a développé toute une théorie des états de conscience qui a inspiré la pensée, la philosophie de l'esprit de James. Et on peut voir notamment son influence dans un univers pluraliste, où James consacre une partie à Fechner, et aussi dans des ouvrages, j'y reviens souvent, mais comme de l'immortalité humaine, où justement on voit l'influence de la conception en fait de James est qu'il existe en fait une multiplicité de types d'esprits, et que pour lui en fait de façon assez panthéiste finalement, tous les vivants peuvent avoir un esprit, y compris les feuilles, y compris il va jusque là, oui. La canette, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ça, c'est sûr que c'est plus compliqué. Il me semble qu'il se limite quand même à ce qui ressortit à la vie. C'est vrai que... Oui, mais justement, il dit qu'il y a une pluralité de types d'esprits qui ensuite se rejoignent à un niveau qui serait celui de ce qu'il appelle parfois le champ transcendantal, ou qui est un niveau où les esprits communiquent avant de revenir finalement par durée courte dans les corps, le cerveau servant en fait non pas à produire la pensée, c'est sa grande critique dans de l'immortalité humaine, mais servant plutôt à filtrer cette espèce d'esprit universel. Et c'est vrai que... C'est quelle année, à 1898. Après Bergson. Oui. C'est après Bergson sur le même sujet. Oui, oui. Oui, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de faire une analyse comparative vraiment exacte de leur position, parce que je ne sais pas si tu connais vraiment si tu veux en parler maintenant, ça peut peut-être nous intéresser, les positions de Bergson. Ouais. Un ingé son, ça vient. Merci. Sur ça, Ouais, puisque tu avais l'air de... Oui, sur Fechner et tout ça, je peux en parler après. Vas-y, oui, je pense que ça peut être intéressant. Sur la question du pluralisme, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est une sorte de question purement... On finit par penser que c'est une question verbale chez Bergson, de savoir s'il est pluraliste ou moniste, ça a été un truc avec Deleuze et une discussion, mais qui en fait mène à pas grand-chose. Il y a du pluriel, il y a de l'un, mais c'est pas important. Donc oui, Bergson il est connu pour, enfin bon, je ne sais pas s'il est connu pour ça, mais il a été connu parce qu'il a fait une attaque systématique de Fechner et de la théorie psychophysique, et sa grande opposition, c'est son grand ennemi au début de sa carrière, c'est-à-dire en 1880, c'est le parallélisme psychophysique. Il cherche à montrer qu'il y a justement, qu'on n'a aucune sorte de preuve du parallélisme, et il fait toute la première partie de la rêver, comment il s'appelle son premier livre, L'essai sur les données immédiates de la conscience, c'est une attaque de la psychophysique, c'est-à-dire la possibilité de faire de la mesure des émotions, des sensations, etc. C'est-à-dire qu'en tant qu'états mentaux, ce sont de pure qualité, qui sont organisés. On peut les comparer, mais pas en les mesurant. On peut dire qu'on est plus amoureux qu'hier, mais on ne peut pas donner aucun moyen de donner une mesure. Voilà, bon, toutes sortes de raisons, et il a des arguments assez forts. Et par contre, c'est justement au nom de ça qu'il défend ce serait des seuils, mais des seuils de pure qualité, en fait. Toute émotion est une qualité différente qui n'est pas ordonnable dans une... Ouais. Je sais pas en fait, ouais. Là, ce qui est intéressant, c'est que, bon, moi, c'est vrai que je connais mal ce pan, mais je connais assez bien les rapports entre Fechner et James. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que James, finalement, est relativement proche de Bergson, mais peut-être tient beaucoup plus compte que lui des sciences positives de son époque. Non, la première partie de l'essai, c'est une critique des expériences de Fechner en disant pourquoi elles sont mal interprétées. Il propose d'autres expériences. Ah d'accord, oui. Oui, non, il est complètement dans la science positive. C'est un traité de psychologie, la première partie. D'accord. C'est à Fechner.
à fait. C'est pour des raisons... Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression que la lecture de James de Fechner est peut-être à ce moment-là plus généreuse qu'elle ne devrait l'être, mais il l'interprète, lui, de manière... en fait, il dit que ce parallélisme psychophysique, il n'est pas forcément attaché à par exemple, à un matérialisme brut, et que... oui. Non, le problème, c'est le parallélisme. Mais c'est étonnant qu'il reprend le parallélisme, en fait, c'est pas exactement, mais il est obligé d'admettre que, par exemple, pour lui, les phénomènes mentaux fonctionnent effectivement à partir du cerveau, etc. Il y a, en ce sens, en tout cas dans un essai comme De l'immortalité humaine, il reconnaît qu'il y a une codépendance, une dépendance de l'esprit par rapport à sa base physique, et qu'il y a des choses qu'on peut mesurer, et il tient compte de tous les traités sur l'agnosie, etc. Oui, mais justement, ouais. Alors le deuxième livre, Matière et mémoire, et là c'est une étude systématique des questions d'agnosie. Alors là, par contre, sur les dates, Matière et mémoire, c'est 96, je crois. Ouais. Donc c'était après l'immortalité. Non, 2 ans avant, du coup. 2 ans avant. Parce que là, dans Matière et mémoire, son problème, c'est attaquer le parallélisme en disant que justement le cerveau n'a qu'un rôle de filtre. Parce que le cerveau, mais du fait qu'il n'a qu'un rôle de filtre, il y a des choses qui se passent dans l'esprit qui sont purement spirituelles, notamment la mémoire en fait. Et il montre pourquoi, un certain type de mémoire, il montre pourquoi il fait une étude des agnosies, des problèmes de perte de mémoire, de tous ces problèmes psychologiques qui font que on ne peut pas relier la perte d'un élément psychologique en fait à la perte d'un certain niveau du cerveau. C'est-à-dire, en tout cas, la façon dont se passent les lésions psychologiques montre que la mémoire n'est pas dans le cerveau. La mémoire, c'est un truc qui n'est pas dans le cerveau. Oui, ce que dit James aussi, finalement, lui... C'est pas parallèle, c'est-à-dire qu'il y a la mémoire qui se développe et qu'il n'y a aucun corrélat au niveau physique. Ouais. Après, je sais que ça pose un problème, notamment chez James, pour l'idée que, finalement, qu'est-ce qui fait l'individualité de ce qu'il appelle l'esprit ou l'âme, qui ensuite, une fois que le cerveau est mort, rejoint, selon lui, le flux des esprits, eh bien, c'est précisément les expériences qui ont été faites dans la vie de l'individu, et il a l'air de dire que finalement, quand l'esprit rejoint le champ transcendantal qu'il décrit, il retrouve une forme de neutralité, ce qui voudrait dire qu'en fait, toutes les expériences personnelles... Pardon ? Il perdrait son individuation. Oui. Et du coup, ça voudrait dire plutôt que la mémoire individuelle, par exemple, serait pour lui plutôt du côté du matériel, en fait. Alors, il faudrait... Ouais, ça serait... Non, pourquoi... Je pense qu'il y a déjà des choses écrites dessus, mais ouais, ça peut être intéressant. Donc, je vais parler un petit peu de la thèse de Wahl, publiée en 1920, sur les philosophies pluralistes d'Angleterre et d'Amérique. En fait, il décrit, en fait, je peux pas faire le résumé du livre, c'est une lecture assez intéressante, mais il décrit, en fait, d'abord le fait qu'il y a beaucoup d'influences qui préparent l'advenue d'une pensée pluraliste vraiment développée dans les réflexions empiristes en France, de Renouvier, en Allemagne, je l'ai dit, en Angleterre aussi, avec une relecture de Berkeley et de Hume, et puis aux États-Unis avec l'influence notamment des transcendantalistes comme Emerson ou Thoreau sur toute l'école d'Harvard ensuite qui va se développer autour de William James. Et finalement, Jean Wahl essaye de regrouper dans un même ensemble, mais sans les réduire les uns aux autres, toute une galaxie d'auteurs qui n'ont pas formé à proprement parler un courant, mais qui s'inscrivent dans une même ambition philosophique. En fait, il cherche moins à vanter le pluralisme, à le défendre, qu'à en montrer tout de suite les tensions
C'est une approche qui est immédiatement critique en quelque sorte, puisque notamment il voudrait dépasser les oppositions classiques sur le sujet et celle par exemple qui oppose James à Bradley sur le pluralisme du premier et le monisme du second. En fait, Val va montrer que Bradley est un penseur plus complexe qu'il en a l'air, et qu'en fait, si finalement il développe une pensée qui est tout de même de l'ordre d'un monisme idéaliste, il défend, je l'avais dit la semaine dernière, un internalisme des relations, c'est-à-dire le fait que, enfin, j'avais développé ce point. Cependant, il est sensible à la diversité empirique, et pour lui, l'absolu n'est pas indifférent. C'est-à-dire que il s'incarne dans des objets, des sujets singuliers, personnels en fait, même si au final le mouvement descriptif reste plutôt celui de l'inclusion quand il décrit les différents ordres de la réalité. Et Val montre que de l'autre côté, du côté pluraliste de James, il y a en parallèle toujours une tentation moniste qui ressurgit, puisqu'en fait James cherchait déjà en quelque sorte à cerner les relations dialectiques entre pluralisme et monisme en fait, et c'est le vrai propos de Val dans sa thèse. Celui-ci entend tenir compte en fait des difficultés rencontrées par le pluralisme, mais comme il le dit, garder de la doctrine pluraliste cet empirisme, ce volontarisme et ce mysticisme, ce sens du particulier concret qui la caractérise ordinairement et en font la valeur. Mais sans... Oui. Alors, juste, il y a un terme que tu as utilisé qui me semble un peu étrange, Ouais. Dépasser. Vas-y. Le moniste pluraliste, parce que, comme tu dis Ouais. très bien, Val à chaque fois il introduit un auteur, il explique en fait que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a des Ouais. nuances, etc. Mais il les fait quand même tomber souvent d'un côté ou de l'autre. Bradley, bon, il intègre le pluralisme, et donc effectivement il a une prise en considération de la diversité de l'expérience, mais il garde quand même des lignes de fracture. Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas de dépassement. Non, mais disons qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est effectivement pas uniquement dans cette thèse. Peut-être là, je parlais plus globalement de son ambition, c'est-à-dire que c'est déjà de montrer la complexité dans les relations entre pluralisme et monisme, et finalement, lui, au fond, son but, à travers sa philosophie, c'est d'arriver à parler de ce qu'il appelle le concret, qui est en fait le monde particulier dans son empirie, mais avec pouvoir parler en même temps de ces grandes zones d'unité, etc. Et pour ça, en fait, il dit que l'opposition pluralisme-monisme est toujours à complexifier. Mais effectivement, dans ce livre, son but est quand même de décrire un courant. Donc, enfin, oui. Et juste un truc sur la notion de tension interne à James. Ouais. Il semble intéressant de préciser que James a été très longtemps disciple de Josiah Royce, qui était un grand moniste américain, enfin pas anglais mais américain. Et donc en fait, ça permet aussi de rendre compte de son geste. Il veut s'écarter de Royce et le combattre et rejeter ses raisonnements, mais il les trouve à chaque fois extrêmement puissants, extrêmement forts. Et donc c'est une lutte d'individuation, enfin d'arrachement par rapport à la dépendance du maître et en même temps de reconnaissance de la dette qu'il a par rapport à lui. Et donc c'est aussi, c'est pas une source biographique parce que c'est une question aussi théorique intellectuelle très forte, mais ça explique en fait qu'il il a été très touché par un certain monisme, et il essaie de s'en extraire et de se poser contre, mais il est toujours poussé un peu aussi comme ça. Et disons que c'est intéressant de dire que moi un référent aussi historique, généalogique dans son rapport un peu de tension par rapport à ça. Il a eu une controverse avec Royce sur la question de la vérité, non? C'est ça. Très très longue correspondance. Ouais. D'accord. Mais bon. Oui, non, mais c'est utile. Si tu as un exemple particulier même de son rapport à Royce, vas-y, parce que. Un exemple particulier je veux dire dans le champ de sa philosophie, que ce soit.
que je retrouve, mais il y avait tout un truc sur la définition. Dans un des éléments centraux du pragmatisme qui est de dire que on peut justifier un certain type de doctrine, un certain type de discours philosophique sur sa cash value, sa valeur en termes concrets et en termes de pratique, au sens de qu'est-ce qui fait sens dans l'expérience. Et Royce, à l'opposé, il est un pur intellectualiste, et donc il affirme que, si je me souviens bien, je ne suis pas trop confus, il affirme que on ne peut décider en faveur d'une théorie qu'à partir de sa vérité intrinsèque, qui est elle-même fondée sur un raisonnement, et ainsi de suite. Voilà, de manière très schématique, c'est intellectualisme contre pragmatisme, et ils échangent beaucoup sur la définition de la vérité sur ce point-là, et James défend sa grande théorie de pragmatique de la vérité, notamment à partir de son introduction à Royce. Ouais. Ouais, effectivement. D'accord, merci. Et donc pour revenir à Wahl, son projet, quand il parle du concret, à travers en fait toute son œuvre, pas dans sa thèse de 1920, c'est finalement de décrire ce qui ne serait ni un univers ni un plurivers, mais ce qu'il appelle, je cite, un grand fait dans lequel du multiple et de l'un se juxtaposent et se succèdent l'un à l'autre. Alors, il faudra interroger si le fait de parler en ces termes résout vraiment la question de savoir ce que c'est que la multiplicité en même temps que les liens d'unification des phénomènes dans la réalité, parce que c'est complexe de comprendre exactement ce qu'il entend toujours par cette notion de concret. Mais précisément, on ira aussi voir du côté de Whitehead et de la lecture qu'en fait Wahl pour comprendre un peu mieux où il veut en venir. Et en fait, finalement, la démarche de Wahl peut nous permettre de distinguer deux types de pluralisme, parce que son propos dans la thèse de 1920 déjà, qui se perçoit, c'est tout de même d'affirmer qu'on ne peut pas plus partir des éléments, comme le font beaucoup de pluralistes à ses yeux, que du tout, comme le font les monistes. Parce qu'en fait, le schème relationnel sur lequel il s'appuie ne traduit qu'imparfaitement la réalité, et tout comme éléments sont des notions trop abstraites pour lui, et le pluraliste en reste finalement pour lui un plan tout aussi abstrait que le moniste. Finalement, il affirme l'idée des éléments n'est pas moins abstraite que l'idée du tout, le réel et la totalité concrète. En retrouvant d'ailleurs cette intuition chez Bradley. Encore une fois, il va falloir voir exactement ce qu'il veut dire par là. Je ne suis pas du tout sûr d'avoir exactement compris ce qu'il entendait par là, mais peut-être, Louis, tu pourras aussi nous aiguiller là-dessus. Mais... C'est aussi une question de prise de position. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut voir là-dedans. C'est exactement. Moi, j'ai l'impression qu'on en retombe toujours sur... Voilà, c'est quand on dit une phrase sur le fond ultime du monde, ça ne peut pas être une vérité complètement neutre de toute façon. Il y aura des exemples tout à l'heure. Et donc, oui, alors, ce qu'on peut dire, c'est que tout de même, James semble déjà sensible à ce genre de critique sur les oppositions très lourdes, comme ça, entre les positions dogmatiques du côté moniste comme pluraliste. Et dans le chapitre l'un et le multiple, dans le pragmatisme, il répond déjà à des critiques par avance de ce type, lorsqu'après avoir critiqué l'idéalisme transcendantal et le mysticisme de l'un, encore une fois, toute la pensée de l'unité, il écrit « L'unité absolue ne connaît pas de degré. Autant vaudrait dire que l'eau contenue dans un verre est pure parce qu'elle ne contient qu'un seul petit germe de choléra. Même infinitésimale, l'indépendance d'une partie, aussi minuscule soit-elle, serait aussi fatale à l'idée d'absolu que le germe de choléra à la pureté de l'eau. Le pluralisme, en revanche, n'a que faire de ce tempérament farouchement dogmatique, pourvu que vous lui accordiez un peu de séparation entre les choses, un frémissement d'indépendance, une certaine liberté de jeu dans les relations entre les parties, un peu de réelle nouveauté ou de hasard, même très peu, il sera amplement satisfait.
et il vous accordera autant d'unité réelle que vous désirerez. Car pour le pluraliste, la question du degré d'union ne peut être réglée que de manière empirique. Il peut être très élevé, extrêmement élevé. Le monisme absolu n'en sera pas moins anéanti si, à côté de toute cette unité, on est obligé de reconnaître l'existence du plus léger soupçon, de la plus légère trace ou d'un commencement de début de séparation insurmontable. En attendant qu'on ait vérifié de façon empirique et définitive la part d'unité et de séparation qu'il y a entre les choses, le pragmatisme se range évidemment du côté du pluralisme, tout en étant prêt à admettre qu'une unité totale avec un sujet connaissant unique, une origine unique et un univers sans faille puisse se révéler un jour l'hypothèse la plus plausible. D'ici là, c'est l'hypothèse adverse qu'il faudra adopter sans réserve, l'hypothèse d'un monde dont l'unité est encore imparfaite et le sera peut-être toujours. Alors, en ce sens, le pluralisme de James est avant tout un anti-absolutisme, ou anti-dogmatisme. En tout cas, l'idée de mettre un principe 1 derrière la pluralité phénoménale. Mais cependant, cette thèse, en quelque sorte par provision, en attendant d'avoir fait des découvertes empiriques, peut être un petit peu insatisfaisante, parce que, bon, finalement, l'ontologie n'est pas forcément dépendante des manières d'observer le réel, et peut-être au contraire une base à partir de laquelle on construit des méthodes épistémologiques pour l'observer. Ici, on a l'impression que James se défausse d'une position pluraliste, qu'en fait, il assume dans beaucoup de ses écrits de manière forte au niveau ontologique, et qui n'est pas seulement une façon méthodologique d'envisager les choses par provision, en quelque sorte. Enfin, je ne sais pas si tu as l'air de douter de ça, Louis. Oui, son pragmatisme est vrai, ce qui permet aussi de faire avancer la connaissance. Quand tu fais une séparation entre épistémologie et ontologie, entre heuristique et vrai, c'est peut-être aussi une scission, c'est une interprétation qui va contre le pragmatisme lui-même. Oui, non, effectivement, oui, non, c'est-à-dire que le propos de James, c'est d'en rester à cette prudence, en quelque sorte, ontologique. Seulement, ce que je veux dire, c'est que la plupart de ces descriptions font oui, sur un réel multiple, qui, certes, n'est pas posé comme principe immuable, etc., qu'on ne changerait absolument pas si ça n'était pas pratique de le faire pour avoir de nouvelles vérités qui émergent. Donc c'est pour ça qu'en quelque sorte il est prudent. Mais disons qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours derrière un choix qui se forme au niveau ontologique. Mais ça c'est une des questions qu'on va devoir observer. Mais j'ai l'impression que derrière la prudence, il y a une tendance chez James soit à vraiment décrire le monde comme une pluralité qui existe de fait comme pluralité et indissociable en quelque sorte. Et puis par moments, on va le voir aussi, il a tendance au contraire à penser une sorte de fond moniste. Mais disons que cette suspension du jugement sur un niveau qui serait purement ontologique, elle n'est pas toujours respectée, et même je me demande si elle est effectivement possible à respecter. Suspension du jugement et suspension de l'absolu, c'est pas pareil. Il dit qu'il n'a pas une position absolument démontrée, et ça n'empêche pas qu'il n'ait pas besoin de suspendre son jugement. Et pour l'instant, l'empirique lui donne raison. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, il a raison. Oui. En un sens, c'est vrai que... Ouais. Juste sur un petit élément, Ouais. pour continuer l'intervention attentive. L'absolu qui donne, ce qui est très intéressant, c'est que l'absolu qui donne est nécessairement personnel. Oui, effectivement. À mon avis, c'est un élément très très fort quand on demande à quoi ressemble peut-être la totalité concrète. Dans l'univers pluraliste, la différence qu'il fait entre... en fait, qui est le marqueur qui permet non seulement de réfuter comme incohérent l'idéalisme absolu, mais de préférer le pluralisme,
plutôt que le dualisme ou le matérialisme, par exemple, c'est parce que ça permet il utilise la catégorie d'intimité. On peut avoir une intimité profonde entre ce que nous sentons être et l'être lui-même, c'est-à-dire même sous sa forme du tout. Ouais. Et donc, il y a aussi cette notion de continuité. Il faut que le tout, ce soit quelque chose qui soit continu à ce que nous sentons être, alors que l'absolu de Bradley, par exemple, tend à le dissoudre ou à le nier. Ouais. Et il faut que tout ce qu'on a soit conservé sous sa forme telle qu'elle est. C'est ce qu'il appelle l'intimité. Et d'ailleurs, ça rejoint en fait le portrait que je faisais de la grande opposition chez James entre pluralisme et monisme comme vision du monde qui a un lien entre affectif et cognitif en fait. C'est-à-dire que pour lui, il y a des tempéraments durs ou doux qui sont des grandes visions du monde complètement incorporées et qui viennent nécessairement d'un sujet. Et bon, après, le fait est que il a tendance à avoir une préférence pour son système et à considérer que le tempérament moniste, en quelque sorte, est moins bon. Mais ça n'est pas dans l'absolu qu'il est moins bon, peut-être, mais plutôt dans ses conséquences. Là encore, puisqu'il critique essentiellement le monisme pour son aveuglement face à la pluralité empirique et son dogmatisme qui peut pousser, notamment au niveau politique, etc., à des formes totalitaires, etc. Bon, c'est en partie ce qu'il critique. Oui. Ah, voilà. Les critiques politiques du monisme, c'est fort. Totalitaire, c'est la justification de l'impérialisme. De l'impérialisme en général, voilà. Non, mais oui, autoritaire alors plutôt. Oui, donc en tout cas, oui, c'est tout à fait vrai. Et donc, finalement, il faut que je retrouve, je suis quoi avec tout ça. Oui, en fait, ce texte, voilà, je le citais quand même pour montrer que cet anti-absolutisme fait que, en quelque sorte, les reproches de Wahl sur l'abstraction de partir des partis ou partir du tout, bon, elle est déjà nuancée dans la philosophie de James parce que, justement, en fait, il est déjà toujours dans la nuance et dans le fait qu'on peut, selon les manières les plus pratiques d'aborder le réel, on peut adopter un point de vue sur des totalités ou des ensembles ou un point de vue sur vraiment l'unicité des objets, des cas, des phénomènes et des événements. Et en fait, quand Jean Wahl, lui, essaye de décrire une idée de concret pour sortir donc de l'alternative entre monisme abstrait et pluralisme abstrait, et il entend décrire en fait, il dit il faudrait s'efforcer de penser l'idée de particulier sans penser à l'idée de parti et en la rapprochant de l'idée de concret. Et bon, ce concret, il le définit vers le concret comme donc le particulier vu comme totalité, le particulier tel que se le représentent les pluralistes et le général sont tous deux des abstractions, représentent tous deux les phénomènes étalés les uns à côté des autres, ou subsumés les uns sous les autres dans une sorte d'espace intellectuel. Le concret est le particulier qui se referme sur lui-même, qui devient une vie séparée. Bon, alors c'est toujours un jeu dialectique entre l'idée du particulier qui n'est pas partie d'un tout, mais qui est déjà lui-même une unité et donc qui permet d'englober l'unité phénoménale. Mais bon, je ne sais pas si vous avez des remarques là-dessus, mais ça me semble toujours être... enfin, j'ai tendance à rendre ces pensées un petit peu, à les pousser dans leurs conséquences, et j'ai l'impression que la pensée du concret, si on s'attache vraiment à poser comme première la dissociation des phénomènes, par exemple, et leur absence d'unité, il faut ensuite expliquer cette unité comme une sorte de construction qui serait plus factice en quelque sorte que la division première. Et dans ce cas, on en resterait à un net pluralisme ontologique suivi de construction mentale
de l'unité, ou alors inversement, si on considère qu'il y a des liens entre les phénomènes qui existent à même le monde, dans ce cas, en quelque sorte, on en revient à l'internélisme, à des relations, et puis à une forme de monisme dont on se permet ensuite de voir la diversité par des divisions mentales. Mais bon, ce côté inséparable de la pluralité et de l'unité, je dois admettre que moi je ne le saisis pas exactement, mais j'essaye de vous en parler en tout cas. Et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, si vous avez peut-être des arguments forts pour l'expliciter. Non, bah vas-y, je sais que c'est quand même un sujet qui touche à tes lectures, donc... Il y a quelque chose de spécieux dans le raisonnement qui est que on a une multiplicité atomistique des sensations, et s'il y a une unité, il faut qu'elle soit totale et qu'elle soit donc dans leur récupération par une perspective ensemble. Et donc là, que ce soit le sujet ou que ce soit la... Une des thèses du pluralisme, alors je sais qu'elle n'est peut-être pas cohérente, on reviendra peut-être à ta dichotomie, mais une façon de défendre le pluralisme, c'est de dire qu'il y a des liens, mais il n'y a pas des liens entre toutes les choses. Et donc, quand tu dis l'unité est factice, oui, ce qui est factice, c'est l'idée qu'il y a une unité générale. Ouais. Il peut y avoir des configurations entre les phénomènes. Ça suppose effectivement que la phénoménalité, l'expérience, le concret, ce qu'on veut, le point de départ amorphe, ne soit pas amorphe en fait, qu'il soit traversé de discontinuités, et que ces discontinuités, on ne les connaît pas, mais il y a des discontinuités, donc pas des ensembles, mais des vides, des séparations. En fait. Et l'illusion, c'est pas de chercher l'unité, c'est de chercher une unité générale, parce qu'il y a déjà des unités partielles. Voilà, c'est ça. Oui, oui, non, mais... de reformuler un argument contre ce que tu dis, qui est peut-être juste la répétition de ce que tu as dit déjà, mais ce serait ça. Non, mais bon, oui, c'est-à-dire que oui, je peux concevoir ce que c'est, et effectivement, c'est très bien résumé la pensée de Jean Val. Oui, bon, peut-être que ça se tient. Effectivement. Non, mais... ouais. D'ailleurs, finalement, bon, pour continuer sur ce propos, c'est ce que dit... Ça rejoint un petit peu ce que dit Jean Val dans Vers le concret. Il dit aussi, les relations ne sont-elles pas, pour eux, il veut parler des pluralistes, quelque chose de surajouté aux données primitives, elles sont comprises en lui, ou plus exactement peut-être encore, elles traduisent quelque chose, un fond non relationnel et pourtant unifiant, si on peut employer ce mot sans que vienne à l'esprit l'idée d'un acte de l'intelligence, qui est compris en lui. Cette idée du fond non relationnel, qui n'a pas été très clairement explicitée par James et Whitehead, nous la trouvons exprimée d'une façon profonde par un anti-empiriste dont l'empirisme aura profit à méditer les philosophies, par Bradley. Les pages. Là, je l'ai pas, mais je pourrais te retrouver ça. Ouais. Ouais, j'aurais dû effectivement noter ça. D'ailleurs, Val mentionne dans cette explication de sa pensée du concret Whitehead, et c'est intéressant de se pencher sur ce que Val veut faire de cet auteur, de voir la manière dont il rapproche Whitehead de James, puisque en fait cet auteur occupe une large partie des trois parties de Vers le concret, qui sont respectivement consacré à James, Whitehead et Gabriel Marcel. Et Val affirme en fait qu'on ne voit nulle part s'exprimer avec plus de netteté que dans l'œuvre de Whitehead une vision concrète de la réalité. Alors, étonnant, hein. Une réaction peut-être, Louis? Non, c'est très drôle. Mais Whitehead ne veut pas dire que c'est débarrassé des abstractions.
Oui. Après, effectivement, quand on le lit, on comprend pas tout de suite. Ouais. Ça peut prendre un certain temps. Oui, c'est l'abstraction du concept et l'abstraction du vocabulaire. Le vocabulaire est super abstrait, c'est très écrasant. Ouais. Après, ce que ça produit, ça peut être vu comme non abstrait. On est d'accord là-dessus. Ouais. Bon, je vais essayer d'expliciter un petit peu ce qu'il dit. Encore une fois, le but n'est pas de résumer tout Whitehead, mais de voir aussi l'utilisation que Jean Val en fait pour penser les rapports entre pluralité et unité. Finalement, Whitehead, alors il a publié ses principaux travaux dans les 4 premières décennies du XXe siècle, et il commence par la philosophie des mathématiques. Il est logicien et mathématicien, mais finalement il développe une métaphysique dans le deuxième pan de sa carrière, qui entretient des liens avec sa philosophie des mathématiques, mais sur laquelle on va se concentrer. En fait, Whitehead prend acte du fait que l'expérience consciente est devenue la source de données primaires pour la philosophie, ce qu'il nomme le principe subjectiviste. Mais en fait, il entend donner ce qu'il appelle un principe subjectiviste réformé, c'est-à-dire que, selon lui, certes, il ne faut rien admettre dans le schème philosophique, dit-il, qu'on ne puisse découvrir comme élément de l'expérience, mais il ne s'agit pas, comme ont pu le faire les phénoménologues, par exemple, de s'en tenir peut-être à l'aspect du phénoménal qui ferait l'économie de l'idée de chose en soi, ou de ce qui pourrait exister sans nous, mais au contraire, Whitehead considère qu'il faut aussi en rendre compte, et c'est pourquoi en fait il veut penser un élargissement de la catégorie de sujet à tout ce qui existe hors de l'expérience du sujet humain. Et en fait il faut considérer, si j'ai bien interprété ce que j'ai lu, l'expérience du sujet en quelque sorte comme un mode privilégié d'accès à l'être même des choses, qui se donne toujours en quelque sorte comme expérience, c'est-à-dire comme un processus continu, dynamique, qui forme comme de lui-même des moments d'expérience en mesure d'unité à travers le flux événementiel. Et d'ailleurs en cela, il y a une forme de réalisme spéculatif chez lui, puisque en fait il essaye de dépasser l'interdit critique kantien pour arriver à reparler d'une forme de réalité où il y aurait à la fois des bulles de continuité et puis des séparations, comme si en fait, oui. Tu peux le refaire, la façon dont il dépasse le temps. En fait, Une traite. Ouais. Alors, en gros, c'est donc le principe subjectif, c'est tel qu'il le décrit. C'était le fait de considérer que notre accès au réel passait par l'expérience d'un point de vue. Oui. Et c'est l'empirisme radical que tu décris. Pardon. D'un point de vue conscient. Ouais. Le réel, c'est pas la réflexion. Il s'en sort dans l'exemple de la vectorialité. Dire, tu sais que les choses sont là parce que tu sais qu'elles sont là. Et ça n'a pas besoin de passer par la conscience. Ouais. Et il prend dans le mode de pensée l'exemple de quelqu'un en colère. La cause, c'est quelque chose de conscient, c'est la cause agissante. Et une vectorialité, on sait d'où elle vient, on sait comment elle agit. C'est, on ne peut pas séparer la cause de son effet en deux points séparés sur la phénoménalité, et on sait que l'effet est provoqué par la cause, et c'est ce que tu disais sur la conservation tout à l'heure. En fait, c'est un phénomène d'accumulation. La cause reste dans l'effet, et l'effet n'est pas distinct de la cause. Les deux sont ensemble. Comme la cause n'est pas consciente. Et voilà, et l'effet non plus n'est pas nécessairement conscient, mais les deux existent. C'est cette vectorialité-là qui fait qu'on ne peut pas séparer. On va dire, je peux vous donner une définition de vectorialité, parce que je bien faire dans la Est-ce que c'est continu? Continue. On va en parler. Continue, orienté. D'accord, on est en vecteur. D'accord. Très bien. Mais, d'accord. D'accord, mais pourquoi c'est un argument assez de... C'est, en fait, il faut enlever la conscience. Il ne faut pas dire que la conscience fait tout. C'est une action qui est quasiment physique.
Et ça, il le découvre dans l'expérience. Non, parce que l'expérience, on a confondu expérience et expérience conscience. Donc en fait, quand tu fais l'expérience de quelque chose, c'est la conscience qui va te dire que tu fais l'expérience de ça. Mais c'est le fait que les choses sont agissantes en elles-mêmes à tout instant. C'est l'expérience en soi. C'est indépendamment de la conscience. Indépendamment de la conscience. Oui. Merci pour cette précision. Ouais. Et bon, donc en gros, l'ouvrage principal sur cette métaphysique, ce serait Procès et réalité de 1929, où en fait il part d'un questionnement sur la nature de l'événement, et finalement ça va lui permettre de développer d'abord une forme de méthode, une métaphysique qu'il appelle spéculative. Pensée spéculative en fait qui est une sorte de méthode d'interprétation. Pour lui, il faut comprendre nos conceptions des objets et des idées d'après, en fait, oui, on pourrait le dire d'après nos conséquences pratiques en un sens. Il y a un héritage du pragmatisme, notamment il a un lien net avec James sur cette question. Donc en fait la vérité chez lui est toujours une vérité qui advient. C'est un devenir dynamique et c'est un événement qui arrive à une idée évaluée dans son rapport à une expérience. Et dans La science et le monde moderne en 1925, Whitehead justement parle de James et de l'influence qu'il a eue sur sa pensée. Et il explique, il dit, il reste pertinent de comparer son essai Does Consciousness Exist, publié en 1904, avec le discours de la méthode, publié en 1637. James débarrasse la scène des accessoires du passé. Plus précisément, il donne à la scène un éclairage tout à fait différent. Et Whitehead va reprendre à James l'idée d'un univers en train de se faire dans l'événementialité dynamique, en citant la formule d'un univers pluraliste. Ce qui existe réellement, ce ne sont pas les choses, mais les choses en train de se faire. Et en fait, dans Mode de pensée, en 1938, il affirme aussi que la philosophie occidentale repose sur 4 grands penseurs systématiques pour lui, qui sont Platon, Aristote, Leibniz et puis James, donc à qui il accorde un rôle vraiment très important, et qu'il décrit comme homme essentiellement moderne. Son esprit se fondait adéquatement sur la connaissance du passé, mais l'essence de sa grandeur fut sa merveilleuse sensibilité aux idées du présent. Il connaissait le monde dans lequel il vivait par ses voyages, par ses relations personnelles avec les hommes marquants et par la diversité de ses propres études. Il systématisait, mais par-dessus tout, il assemblait. Sa vie intellectuelle fut une protestation contre le rejet de l'expérience dans l'intérêt du système. Il avait découvert intuitivement la grande vérité avec laquelle se trouvent maintenant aux prises les logiques modernes. Et en fait, on peut dire que Whitehead s'inscrit dans la continuité problématique d'une pensée pragmatiste et pluraliste. Son but, c'est d'arriver à un langage métaphysique complété, dit-il. C'est-à-dire que, comme y insiste Jean Val dans Vers le concret, la critique de Whitehead sur ce qu'il appelle la bifurcation cartésienne entre les choses pensantes, choses étendues, qui coupent, selon lui, le monde en objets qui n'ont pas de sujet, et puis en sujets qui sont privés d'objets, vient probablement d'une généralisation abusive de nos formes langagières, en fait. Chez Whitehead, à laquelle, en fait, les matérialistes rajoutent en plus l'erreur de penser la substance comme originellement solitaire, isolée du vivant, et ils font fond, en fait, sur un schème, qui est le schème sujet-prédicat, qui ne vaut, selon Val, que pour les abstractions élevées. Mais en fait, comme on le voit bien chez Whitehead, il y a une critique de toute une métaphysique qui serait fondée dans des formes de langage, et notamment dans le fait que nous avons des formes grammaticales qui se composent d'un sujet et d'un prédicat, et qui orientent en fait l'ontologie et les principes dès la pensée grecque, selon Whitehead.
Et notamment dans Procès et réalité, par exemple, il dit « La philosophie grecque a recours aux formes communes du langage pour exprimer ses généralisations. Elle a découvert l'énoncé type « Cette pierre est grise » et en a conçu la généralisation suivante « Le monde actuel peut être considéré comme une collection de substances premières déterminées par des qualités universelles. » On tire beaucoup de choses d'un petit énoncé, mais... Et pour lui, en fait, je le cite encore, toute la philosophie moderne tourne autour de la difficulté de décrire un monde en termes de sujets et de prédicats, substances et qualités particuliers et universels. Et donc pour lui, il s'agit de sortir de l'absolu, de la substance ou de l'esprit. Et pourtant, comme il le dit dans Procès et réalité, toute pensée a besoin d'un principe, a besoin d'un terme ultime en fait. Et précisément, il emploie, pour décrire cette espèce de principe, le mot ultime, parce que pour lui, ça n'est pas un principe originaire, mais c'est plutôt l'aboutissement d'un résultat. Et chez lui, ce principe ultime, c'est finalement donc ce qui vient en dernier dans l'ordre des choses, et qui est construit en quelque sorte, enfin posé comme un résultat, donc dont il faut accepter le fait que c'est un commencement arbitraire à son système. Et chez lui, donc, le terme ultime d'une pensée du réel, c'est la créativité. Alors, au lieu de penser, en fait, qu'on peut expliquer le monde, les choses, les esprits, les relations causales, en termes, par exemple, de substances matérielles et de rapports physiques entre ces substances, Whitehead considère qu'on ne peut que constater dans le monde une factualité d'êtres, tous différents les uns des autres, qui ne sont unis que par le fait qu'il existe un flux continu de production de nouveautés dans lequel, justement, ils existent. Et ce principe de la créativité est en fait une simple orientation de la pensée, une méthode interprétative, en quelque sorte, face au réel, qui tend à lui donner une forme d'unité à travers sa pluralité. Et la créativité n'existe pas à proprement parler, dit Whitehead, ou plutôt elle existe à travers chacune de ses actualisations dans l'existence. Alors, ça veut dire que au niveau de... Enfin, en fait, ça veut dire qu'elle n'existe pas comme principe, mais d'après ce qu'il dit, dans l'immanence des phénomènes réels qui adviennent. Et à ce niveau de l'existence, Whitehead pense que le terme ultime, au-delà duquel on ne peut remonter, est l'ensemble de ce qu'il appelle les entités actuelles, toutes les choses qui ont un ici et maintenant, et sont en fait plongées dans un procès continu d'individuation. C'est-à-dire que les choses continuent en quelque sorte de se former dans une durée, enfin, même les choses apparemment les plus immobiles, les plus éternelles, à la limite, être une table, c'est déjà un processus, c'est déjà, elle n'est pas là de tout temps, elle est apparue à un moment donné, elle disparaîtra sans doute. Tout dans sa matière est déjà échange d'atomes avec son environnement à un niveau minime, et puis elle existe de toute façon dans une durée avec des interactions avec d'autres phénomènes, etc. Et elle est en train de s'individuer en quelque sorte. C'est un événement. Exactement. Voilà. Et donc ça peut être intéressant à cette occasion de lire ensemble le texte que je vous ai imprimé, et puis d'essayer de voir un peu la conception de l'événement et du réel de Whitehead, à travers donc cet extrait de Mode de pensée. Alors, la nature de tout type d'existence, quel qu'il soit, ne peut s'expliquer que par référence à son implication dans une activité créatrice qui met en œuvre essentiellement trois facteurs, à savoir des données, un procès dont la forme convient à ces données, et un aboutissement dans un datum pour un procès ultérieur. Données, procès, aboutissement. L'alternative à cette créativité est la réduction de l'univers à un absolu tautologique totalement stérile, accompagné d'un rêve de vie et de mouvement. La découverte des mathématiques, comme toutes les découvertes, a fait progresser l'entendement humain, et en même temps a produit de nouveaux modes d'erreur. L'erreur a été d'introduire la doctrine de la forme dépourvue de vie et mouvement. L'être suprême de la philosophie grecque fut conçu par des penseurs qui étaient sous l'influence du développement alors récent des mathématiques,
lorsque les Grecs, à l'esprit actif, entrèrent en contact avec la pensée égyptienne. Ils se méprirent sur la pertinence des notions mathématiques. Toutes les notions mathématiques font référence au procès de l'entremêlement. La notion même de nombre se réfère au procès de passage des unités individuelles au groupe composé. Le nombre final n'appartient à aucune des unités. Il caractérise la façon dont l'unité du groupe a été atteinte. C'est ainsi que même l'énoncé 6 égale 6 n'a nul besoin d'être interprété comme une pure tautologie. On peut le considérer comme signifiant que 6, en tant que dominant une forme particulière de combinaison, aboutit à 6 comme caractérisant un datum pour un procès ultérieur. Il n'existe pas d'entité telle que des nombres purement statiques. Il n'y a que des nombres jouant leur rôle dans des procès divers conçus par abstraction à partir du procès du monde. Alors, c'est 1938, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, bon, dans le premier paragraphe, on voit que, en fait, Whitehead décrit finalement le sens de l'événement. C'est-à-dire... oui. Ah non, vas-y. C'est-à-dire que, en ce sens, tout est événement, puisque tout est le résultat de quelque chose d'advenu à partir de données en procès, et même toujours en train d'advenir. Et en ce sens, il n'y a pas que les objets temporels, comme une mélodie musicale par exemple, ou une action, ou un phénomène qui a une durée visible dans un mouvement de changement, qui sont événements, mais un objet physique, donc par exemple, n'est pas uniquement spatial. Val d'ailleurs prenait dans Vers le concret l'exemple de l'obélisque de la place de la Concorde, en disant que justement on pouvait le considérer comme ça de prime abord comme un simple objet physique, mais que c'est un événement parce qu'il était lié à l'existence de la Terre, de Paris, un événement dont nous savions que la construction avait été initiée à un moment de l'histoire, dont l'existence ne serait à coup sûr pas éternelle, même si en fait sa durée est infiniment plus longue que les événements qu'on considère d'habitude temporellement comme événements, puisqu'on peut en être témoin dans leur entièreté. Et finalement, même si sa durée est infiniment plus longue qu'une action ponctuelle humaine, il n'en reste pas moins que c'est finalement un processus qui est en train d'advenir. Et au fond, d'ailleurs, ça rend plus ou moins inséparable chez Whitehead l'idée d'espace et de temps. Parce que dans tous les cas, la forme la plus fondamentale, c'est l'événementialité. Et finalement, que ce soit un objet qu'on considère d'abord comme objet temporel, side object, comme une mélodie, ou que ce soit un objet qu'on considère d'abord comme spatial, ils sont tous les deux des données dans un processus en train d'advenir, finalement. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, je te voyais... Je pense que c'est ce qui fait l'événementialité de la substance, c'est aussi que dans ce donné, il y a soi-même. Et la table, la pierre, se récupère elle-même comme un trajet historique. Et l'obélisque est à la fois l'expression du trajet historique de cette unité en Paris, qui est la France, tout ça, mais aussi l'obélisque à chaque instant. L'obélisque en lui-même est un obélisque, et l'obélisque qui récupère l'obélisque qui était une seconde avant, dans une différence avec lui-même. Qu'est-ce que c'est que cette récupération alors C'est dans un phénomène d'accumulation et d'événementialité, il n'y a pas de substance qui resterait unique et permanente, et en fait on est même événementiel pour soi-même, et on a toujours dans de penser, si on prend l'exemple du sentiment et de la colère, qui va être je suis en colère à un moment, et la seconde d'après, je vais moi-même me repenser comme ayant été en colère avant, et à m'intégrer comme donné à moi-même. Ouais, c'est plus facile à penser avec les événements conscients, mais... Qui est un des gros problèmes, c'est toujours plus facile, alors que lui, il essaye quand même de l'appliquer aussi ouais. C'est ce qu'il veut dire quand il dit aboutissement dans un datum pour un procès ultérieur. Voilà, c'est récupère pour le procès du voilà. soi-même. Et après, il prendra aussi Dieu au final, qui est
cette accumulation entre le multiple et l'un, fait qu'au fond, on s'unifie dans ce process pour donner une unité qui sera le moi. Et au niveau du monde, c'est Dieu qui remplit ce rôle à chaque instant. D'accord. Et donc sa conception de Dieu, c'est... Il y a des... Ouais. Pardon, tu dis un moi, mais on peut dire moi pour toute chose, du coup On peut dire moi pour toute chose. Ah, d'accord. Parce qu'après, il fait la distinction entre le pôle mental et le pôle physique, qui en fait sur la créativité, la différence entre la cause et l'effet. C'est compliqué, et donc Dieu, c'est un Dieu qui je trouve très hegelien, qui est un Dieu qui est très hegelien, qui est en fait la somme de toutes choses dans une unité, dans un process, le process du monde, c'est Dieu. Est-ce que ça s'arrête jamais, voilà. Oui. Un Dieu qui est lui-même actualisé à chaque instant de la créativité du monde. Ouais. Ouais, rien à rajouter. Bah, si, mais bon, enfin, on pourrait... Non, mais vas-y, oui. Non, moi, c'était juste une question de vocabulaire, parce que moi, j'ai l'impression que dire un moi, c'est très... Enfin, c'est une erreur de choix de mots, parce que c'est une construction psychologique, psychophénoménologique, si on veut, très particulière, qui même pour nous, n'a pas lieu tout le temps. Et on en parlait à la smoke, le jeu, c'est une production d'esprit à un moment donné, une structure qui du coup est vraiment pas du tout propre à toute chose qui s'individue. Avoir un moi, c'est un cas très très particulier. Mais le moi, pour toi, c'est toujours la totalisation de soi-même? Ou la récupération de... C'est une certaine structure de la subjectivité, ça. Enfin, c'est le fait qu'il y ait de la subjectivité. Ouais. C'est difficile de le formuler, quoi. Mais j'ai pas compris pourquoi on parlait du moi, puisque précisément là, j'ai l'impression que la conception de l'événement cherche à s'abstraire d'une philosophie de la conscience. Ah pardon, oui. D'accord, oui, pardon. Non, D'accord. D'accord, oui. En fait, oui, j'avais oublié d'en parler, mais ça peut être intéressant de voir en fait qu'il y a un rapprochement qui est faisable entre la conception de ce processus phénoménal permanent finalement avec quelque chose que James finalement limitait encore au champ de l'expérience, alors qu'on a l'impression que peut-être Whitehead l'ontologise pour le coup. Et dans Some Problems of Philosophy, finalement, James tentait de rendre compte de l'expérience sensible en décrivant des gouttes d'expérience. Alors, je le cite ici, il dit « Ou bien votre expérience ne comporte ni contenu ni changement, ou bien on peut y percevoir une somme de contenu ou de changement. Votre familiarité avec la réalité s'accroît littéralement par boutons ou gouttes de perception. Intellectuellement et à la lumière de la perception, vous pouvez diviser ces boutons ou ces gouttes en leurs composants, mais en tant qu'ils sont immédiatement donnés, ils adviennent totalement ou pas du tout. » Et finalement, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une sorte de réalisme chez James, de l'idée que le flux du réel est de fait ces sortes de gouttes indivises qu'on ne peut diviser que de manière artificielle par la pensée, mais ces gouttes successives sont reliées les unes aux autres en dépit de leur indépendance pour James, donc puisque notamment dans les principes de psychologie, il donne l'exemple du tonnerre en expliquant que l'événement du tonnerre c'est une totalité qui ferait goutte dans l'expérience, mais qui n'est lié finalement, qui n'a de sens que par rapport au silence qui le précède, qui est lui-même une sorte d'ensemble, et puis au silence qui va le suivre, et qu'il n'existe que comme rupture, comme contraste, en quelque sorte. Et donc finalement, sa conception de l'expérience, c'est à la fois des sous-ensembles
qui ne sont pas divisibles et pourtant qui ont une forme de lien. C'est toujours la complexité de... Oui. Ça pose pas de problème pour l'instant. Non, dans l'exemple. Mais La division interne, mais les rapports. voilà, en fait, il dit qu'il y a des séries temporelles qui communiquent dans des contrastes ou des ressemblances au sein de la succession ou des relations d'amplification ou de diminution qui sont en fait des relations qui sont à la fois internes et externes pour James. Et c'est là où je tiquais en fait. C'est simplement dans l'identification de la possibilité d'une coexistence de ces relations comme existant dans l'identité même de l'événement en quelque sorte, qui n'a pas de sens si ce n'est en dehors de sa relation avec d'autres événements, et en même temps comme une relation qui est extérieure malgré tout, qui existe en soi, qui n'est pas dans la nature de l'événement, qui pourrait advenir dans d'autres formes de relations, etc. Si tu vois ce que je veux dire. Attends, c'est quoi qui peut advenir dans d'autres formes? Par exemple, mettons le tonnerre, il me semble que c'est un exemple facile, mais il n'a de sens que, mettons, comme rupture par rapport à un silence qui le précède, etc. Bon, par ailleurs, ça resterait du tonnerre dans une tempête formidable, où il n'y aurait que du vacarme, en quelque sorte. Enfin, il me semble que, finalement, la relation qu'il définit n'est pas si définitoire, et que finalement, il y a des relations de contraste chez James qui existent entre beaucoup de choses et qui ne sont pas intrinsèques à leur... Par rapport à quoi ils se contrastent n'a pas forcément d'importance pour faire un tonnerre, mais il faut qu'ils contrastent avec quelque chose. Enfin, on peut dire ça. Ouais. Enfin, je sais pas, Oui. pas forcément. Non, mais ouais. Louis, tu veux rajouter un truc? Je cherche le problème. Non, mais c'est que c'est pas intrinsèque, c'est ça. La qualité contrastive du tonnerre n'est pas intrinsèque parce que si c'était dans une tempête, ce serait le même tonnerre. C'est évident. Voilà déjà. Mais c'est ça, c'est que tu dis qu'on peut subvertir l'exemple en le fondant dans un. Oui, et que par ailleurs, on peut abstraire les relations du lien avec les événements. C'est-à-dire que la relation de contraste, elle existe entre plein de choses, et pas seulement de manière ponctuelle entre des événements qui la contiendraient. Donc on peut lui donner une indépendance à la relation en tant que telle. Alors, c'est toi qui parles ou c'est James? Non, là, c'est un raisonnement, je sais pas, j'essaie de réfléchir. Ça peut être une abstraction, c'est-à-dire que ça, c'est une question de... Est-ce que tu admets des propriétés générales ou est-ce que tu généralises par rapport à tatouage? Ouais. Et parce qu'il parle de donner une réalité aux relations. Oui. Une réalité. Et c'est ça qui est troublant. Mais c'est ça qui est problématique pour toi, peut-être? C'est-à-dire que le fait qu'il puisse admettre les deux, du coup, on comprend pas bien exactement comment il définit vraiment le concept relation, quoi, finalement. Mais c'est pas que tu penses qu'il y a un paradoxe à la Bradley qui intervient. C'est vrai que c'est un peu ça qui... C'est-à-dire que si le tonnerre est défini, enfin, le tonnerre est défini par relation avec des entités, par le fait qu'il ait telle relation avec le silence, et qu'en fait ces relations sont elles-mêmes des entités, il faut qu'il y ait une relation entre ces relations et le tonnerre. exactement. Et Ça, par exemple, c'est un... Oui, c'est un paradoxe de Bradley, quoi. C'est qu'il y a avoir si les relations sont elles-mêmes des entités, pas des relations. Ouais. Oui, c'est un cas dont j'avais un peu parlé la dernière fois, qui est quand même très embêtant pour l'externalisme. Je vois ça comme problème, oui. Si tu veux que la relation elle puisse être aussi ailleurs, alors tu dois avoir tu définis le tonnerre par relation avec des relations, et c'est problématique. Ouais. Mais bon, peut-être il y a une solution. Alors, bon, donc ça j'en ai parlé. Alors oui, bon, dans la deuxième partie, le deuxième paragraphe, on voit l'ennemi qui se désigne. C'est en gros une pensée qui n'arrive pas à penser le mouvement. Donc c'est
c'est assez facile de désigner tous les monismes absolutistes, enfin toutes les pensées absolutistes qui ne pensent pas, qui pensent qu'il peut exister des termes existants en soi, et poser du coup des identités de termes par exemple, au lieu de voir les termes comme toujours issus d'un processus dynamique. Un exemple en fait comme ça, en fait qu'il utilise dans le troisième paragraphe et dont il parle un peu avant, qui est assez clair. En fait, il s'oppose, alors il les nomme pas, mais il dit à des logiciens contemporains qui à des logiciens contemporains. Ah pardon, Whitehead. Ah non, là on parle de Whitehead. En fait, il dit oui, contrairement à ce que disent pas mal de logiciens contemporains, je ne pense pas que finalement dire 2 fois 3 égale 6, ça soit poser deux équivalents par le mot égal, le terme égal, l'égalité, et dire que l'égalité c'est une tautologie. Et finalement, lui dit, en fait, dire 2 fois 3 égale 6, on apporte une information nouvelle, parce que en fait, on rend compte d'un processus de fusion entre ce qu'il appelle deux blocs de tiercéité, qui sont... voilà. Ouais. Et finalement, ça forme un nouvel ensemble suivant un processus d'unification, dont la forme en fait est particulière aux mathématiques, mais dont il existe dans la réalité plein de variantes dans des procès d'identification. Il prend aussi l'exemple des gouttes d'eau qui peuvent se diviser ou se rapprocher les unes des autres et finalement former de nouveaux éléments, de nouveaux événements dans le réel. Et en fait, bon, pour lui, ce sont des processus qui n'ont aucune forme de nécessité, même si ils ont l'air en fait d'être de plus en plus nécessaires à mesure qu'ils sont de plus en plus généraux, dit-il, les processus d'unification. C'est-à-dire, par exemple, il dit, oui, au fond, dans un discours d'un conférencier, le discours paraîtra à peu près nécessaire à la personne du conférencier, mais il y aura une contingence dans chaque phrase, parce qu'il aurait pu la dire autrement, etc. Et bon, c'est une apparence en fait de nécessité, parce que le fait d'avoir une unification de toutes ces phrases dans la forme discours, ça fait advenir un nouvel événement qui est le discours et pas simplement la succession ponctuelle de phrases auxquelles on donne plus d'unité, mais de manière plus de nécessité, de manière un peu fictive, ça pour le coup. Mais du coup, la non-nécessité, elle va jusqu'aux mathématiques. C'est vrai que... Parce que passer du discours aux mathématiques, là, oui. C'est pas du tout un argument. Oui, effectivement. Attaquer la nécessité des mathématiques... Non, mais en tout cas, je sais qu'il critique la relation d'égalité. C'est-à-dire, il dit, au fond, on pense que... C'est pas du tout un événement. Non, dis-moi, ouais. Quoi non, mais... Ne marmonnez pas, là. Non, les mathématiques ne sont pas du tout un événement. Je vais faire une déclaration de principe. D'accord. Un événementiel, c'est nécessaire. Bon, alors, l'argument de Whitehead, quand même, je le finis. En gros, il dit que le mot « égal » nous cache, en fait, plein de différences dans des procès, pour lui, de fusion entre des termes. Et il dit, par exemple, en mathématiques, que de dire 6 n'est pas égal à 7, finalement, quand on fait ça, on refuse une identité entre deux nombres pour en faire deux événements distincts. Alors que dire 2 fois 3 égale 6, c'est parler d'un procès de transformation par fusion entre ces deux termes. Dire 2 plus 4 égale 3 plus 3, c'est montrer que deux processus distincts arrivent à des résultats qui ont le même caractère numérique, etc. Et du coup, pour lui, en fait, toutes les opérations mathématiques créent, c'est ça qui est important, elles font advenir un nouvel événement. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas simplement des positions de substances qu'on pourrait comparer. Et il y a de la création d'unités, par exemple, dans une multiplication, au fond, ou d'une addition. Quand on rajoute des termes, ce n'est pas que finalement ces termes sont des parties qui formeraient un tout, et qui serait égal aux parties, c'est qu'il y a un nouvel événement qui advient. Une multiplication
réel, qui a une date particulière et réelle, et je veux dire, une multiplication qui a lieu, celle que je fais maintenant quand j'ai 2 fois 3 égale 6, c'est un événement réel. Attends, je crois pas que ça ait un rapport avec le fait que tu le fasses à un moment donné. Je crois que c'est vraiment là, c'est... Ouais, vas-y. Parce qu'il y a aussi une théorie qui s'appelle la chimie quantum des objets éternels. D'accord, donc c'est des processus parmi Mais ils sont quand même... C'est quand même des processus, en fait. Après, il y a le département de devenir éternel dans le concret. On n'est plus de quel niveau apparaît. Voilà. Donc c'est dans le processus éternel. Qui, d'accord, qui a lieu entre des... Enfin bon, c'est pas vraiment des objets, etc., mais c'est les mathématiques sont en procès éternel. Oui, mais ça n'est pas pour ça que c'est dépendant du moment où un agent fait des mathématiques. C'est plus dépendant du monde matériel, etc. Oui, voilà. Et finalement, en fait, c'est ça qu'il dénonce dans l'idée de tautologie, il me semble. En tout cas, interromps-moi si tu vois des choses à reprendre ou peut-être à commenter. Je trouve ça, enfin, c'était sur les mathématiques, je suis pas, sur ces théories sur les mathématiques, je suis pas aussi au courant. Mais pour moi, ce qu'il essaie de dire, c'est aussi par analogie, qui va être que 3 fois 2 égale 6 n'est pas 5 plus 1 égale 6. C'est que c'est pas non plus le même 6. Et c'est cette idée de la cause qui se retrouve dans le résultat. C'est l'explication du procès. Quand tu disais tout à l'heure la vectorialité, c'est que 2 fois 3 égale 6, et 5 plus 1 égale 6, c'est pas au fond le même 6. Ce n'est pas le même trajet historique. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les mêmes. Que ça ne produit pas le même résultat. Simplement, le fait que tous les 6 soient le même nombre d'unités, c'est simplement qu'il y a une opération supplémentaire de liaison entre eux, si tu veux. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit actif, qu'il y ait un processus d'entre eux. Donc même l'identité des 6 entre eux, c'est un processus. Voilà. Et alors, c'est un processus qui fonctionne comment? Par analogie? De dire que finalement, tous ces résultats, par exemple, d'opérations différentes, sont des événements différents, mais qu'ils sont en même temps mêmes. Comment on pose cette mêmeté? Je pense que c'est parce que si c'est dans l'objet, une régression, c'est la part de stabilité qui est habituée dans le monde, avec des objets éternels qui sont au fond des idées platoniciennes, qui ont une existence absolue dans ce sens-là, et qui permettent de donner une rationalité au monde. Mais alors du coup, l'idée d'objet éternel ne remet-elle pas en cause cette advénementialité en quelque sorte, ou cette événementialité? Un 6 en tant que 6 éternel dans une particularité événementielle. Si tu veux, ça veut dire que l'identité entre guillemets de soi à soi, c'est un type de relation qui revient à un certain point. Ça ne veut pas dire que c'est de la recognition d'un truc spéculaire de revenir au même point, mais ça veut dire que ça c'est une théorie substantielle, c'est qu'on ne bouge pas, on reste fixe. Simplement la théorie, il me semble que le fait de penser ça de manière processuelle, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui revient sur un point qui permet de faire les mêmes opérations à chaque fois en fait. C'est pour ça que le 6 est identique à lui-même, c'est pas parce qu'il est le 6, un seul, mais c'est parce que on peut faire des opérations qui font les mêmes résultats avec lui. Enfin, je pense que c'est ça. Ouais, mais c'est factuel le fait que les opérations fassent le même résultat en quelque sorte. Non, c'est déjà des relations, Non, mais il n'y a pas de nécessité, je veux dire. Du coup, si. C'est a priori en plus. Il n'y a pas de nécessité, il y a juste une éternalité, c'est l'éternalité de... Ouais. Oui, mais comment on décrète que c'est éternel du coup? Ah, c'est Dieu. Voilà. C'est grâce à C'est un petit peu le problème raccourci de Dieu qui est, mais il y a une stabilité qui est fournie par l'entité actuelle de toutes les entités actuelles qui est Dieu. Ouais. Il y a un moment où il faut... Ouais. Dieu, en fait, c'est le fondement, quoi. Non? Oui. Non, parce que c'est pas plus le fondement que... en fait, ce n'est pas plus le fondement que les objets éternels ne sont le fondement que les entités actuelles. Ouais, parce que elles ont chacune des rôles. Ouais, je vois. Alors, Dieu, il a un rôle, mais il a un rôle, c'est pas une entité transcendante, il a un rôle... Ouais, il est immanent. Les mathématiques ont un rôle.
Au fond, finalement, alors, ça serait vraiment un système sans principe, qui serait... enfin, ouais. Après, c'est effectivement la révélation qu'on a dit, je suis pas très versé là-dessus. Moi non plus. Mais effectivement, ça donne des trucs sans fin. Enfin, là, je retrouvais le passage à la fin de procès réalité sur Dieu. Ah oui. Il est aussi vrai de dire que Dieu transcende le monde que de dire que le monde transcende Dieu. Il est aussi vrai de dire que Dieu crée le monde que le monde crée Dieu. D'accord. Voilà. Il est aussi vrai de dire que Dieu est un et le monde multiple, ou que de dire le monde est un et Dieu multiple. Attends, voilà. Le fait de dire que attends, parce que pourquoi le monde crée Dieu, ça veut dire que le Dieu serait le résultat du monde, mais en quoi ouais, d'accord. Mais de la somme des événements du monde, non ou... Peut-être que C'est toutes les points de relation. Toi-même, il parle de champ de relation, la relation de ton corps avec le cerveau, en l'occurrence, dans l'occurrence avec le cerveau qui est un amplificateur par excellence. Et si tu reprends cette unité, on peut la mettre à l'événement court, un événement séminaire de relation. Et si tu remontes de relation en relation, tu as la relation de toutes les relations qui serait Dieu, sans que ce soit la somme. C'est pas la somme, mais c'est l'ensemble des relations pris comme une par... c'est la nature de Dieu d'avoir tout comme datum qui donne une unité à Dieu et au monde. C'est la notion de procès du monde, donc ça se oui. comme la notion de la totalité du procès. C'est le procès commun, parce que tous les autres procès sont pris dedans, qui donnent à la fois cette unité du procès du monde et cette unité de Dieu. Ouais. Et donc en ce sens, c'est une forme finalement de pluralisme qui permet de penser les rapports unité-pluralité de façon relativement convaincante. Et, mais... et sur la durée, comme tous les procès, en fait, ça va être du multiple qui va à l'un, mais comme cette unité se fait en plusieurs endroits, elle redevient multiple. Et donc en fait, tu ne peux jamais t'enfermer dans un pluralisme ou une unité. Les deux sont des étapes dans le développement de... C'est là où je ne serais pas d'accord. Il y a un principe qui est la créativité, qui fait qu'on ne peut jamais tomber ni dans le pluralisme ni dans le monisme, parce que ce sont des états fixes et stables. Et en fait, le dynamisme du monde chez Whitehead, c'est la créativité et le nouveau, et le fait que les choses évoluent. Ouais. Principe qui lui-même n'existe pas, si ce n'est dans tout ça, en fait. Enfin, voilà, comme... c'est aussi l'ultime qu'on rencontre, en fait. C'est pas un principe qu'on redécoute, ouais. Ce face à quoi on est directement. Ouais, bon, ça me semble très intéressant tout ça. Hein. Bon, merci à tous pour votre participation. Et puis, alors la semaine prochaine, on va recevoir Victor Béguin pour une intervention d'ordre plus historique. On va faire quelques étapes un peu à travers l'histoire là. Et lui, c'est un geste ambitieux, mais il voudrait retracer les conflits entre monisme, dualisme et pluralisme dans la métaphysique classique, en se centrant tout de même en particulier sur Leibniz, mais il va faire une sorte de grand bilan qui sera sans doute très instructif et utile, donc à ne pas manquer.